Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, vous l'avez dit, cette édition, Ancre, n'est pas l'œuvre d'un seul. Elle est le résultat du travail de toute une équipe de plus de 120 membres, dont beaucoup sont là ce soir, et, vous l'avez dit également, d'une équipe de coordination de 4 membres. Amia, pour Alexandre, Marie, Irène et Alain. Alexandre Guilbeault, Marie Lekatsiomis, Irène Passeron et Alain Chernouski. L'encyclopédie nous apprend qu'Amia est, je cite, un poisson à la chair difficile à digérer, et qu'il croît si promptement qu'on y remarque des différences d'un jour à l'autre. Je voudrais ajouter, à titre personnel, que c'est un poisson certes tenace, mais surtout passionné et animé par une amitié sans faille. Je parle ce soir en notre nom à tous les 4. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous importe, à tous les 4, de vous adresser, à vous, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et à toute l'Académie des sciences, de la part de toute l'équipe Ancre, nos plus sincères remerciements pour votre confiance et le soutien que vous nous avez apporté. Sans cette confiance et ce soutien, l'édition que nous allons présenter ce soir n'aurait pas vu le jour. C'est bien sûr vous tous, ici réunis ce soir pour accompagner ce lancement, que nous souhaitons également remercier. De même que les institutions que vous représentez, qui ont également apporté leur soutien à ce projet, en particulier l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions du CNRS, la très grande infrastructure de recherche du CNRS Humanum, l'Institut de mathématiques de Jussieu, Paris-Rive-Gauche, et ses 2 autres tutelles, l'UPMC, à laquelle j'appartiens, et l'Université Paris-Sorbonne, et l'Université Paris-Diderot, excusez-moi, le laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information, la Société Diderot, l'Université de Nanterre, l'Université Paris-Sorbonne et le Centre d'études de la langue et de littérature française, la Société Ferdinand Berthoud, l'Institut Camille Jordan, l'École Estienne et bien d'autres. Nos remerciements vont bien sûr à Yann Sordet et toute l'équipe de la Bibliothèque Mazarine. Ils vont également à Frédéric Papazian, notre ingénieur développement, pour son investissement précieux et indispensable dans ce projet, ainsi qu'à Jean-Yves Chaperon, Joël Fanon et Christine Le Sueur, qui ont également œuvré dans l'ombre depuis des années. Ils vont enfin à tous nos proches qui nous supportent également depuis 6 ans. Cette présentation, mesdames et messieurs les secrétaires perpétuels, mesdames, messieurs, nous la dédions, comme vous, à Jean-Pierre Kahane, dont nous aurions tant aimé qu'il soit également ici aujourd'hui. Nous souhaiterions aussi la dédier à un autre grand chercheur, Anne-Marie Chouillet, fondatrice de la Société Diderot, à laquelle toute l'équipe Ancre doit tant également. Ancre, donc, pour édition numérique, collaborative et critique de l'encyclopédie, celle de Diderot, de d'Alembert et de Jaucourt, 3e éditeur méconnu, publiée entre 1751 et 1772. Chaque mot dans cet acronyme a son importance. Collaborative, d'accord, je le refais. Collaborative donc, parce qu'il faut au moins 120 personnes, ingénieurs, bénévoles et historiens, spécialistes de toutes les disciplines traitées dans l'encyclopédie, pour s'attaquer à l'édition d'une œuvre aussi vaste, comptant plus de 74 000 articles répartis dans 17 volumes de discours, près de 2600 illustrations gravées, publiées dans 11 volumes de planches, le tout rassemblant la plus importante somme de connaissances sur les sciences, les arts et les métiers à cette époque. L'encyclopédie, vous le savez, est une œuvre majeure du siècle des Lumières, dont la publication, résultat d'une véritable bataille contre les pouvoirs politiques et religieux, elle fut 2 fois interdite, s'étend sur plus de 20 ans,
25 ans avec ses prémices. Elle a elle-même sollicité les forces de plus de 160 contributeurs, parmi lesquels les meilleurs scientifiques, philosophes et écrivains de son temps, Diderot, d'Alembert, bien sûr, mais aussi Daubenton, Voltaire, Rousseau, Marmontel, Montesquieu, pour ne citer que les plus connus. 120 personnes, donc, de toutes les disciplines et de tous les pays, réunies dans l'équipe Ancre pour s'attaquer collaborativement et de façon interdisciplinaire à ce que personne n'avait jamais tenté jusqu'ici. Réaliser une édition critique, le deuxième mot de notre acronyme, de l'encyclopédie, c'est-à-dire une édition permettant d'en expliquer le contenu, le contexte et les enjeux, de rendre l'œuvre et ce que nous savons d'elle accessible au public. Jacques Proust, dont les travaux comptent avec ceux de John Lowth et Richard Schwab, parmi les études fondatrices sur l'ouvrage, avait invité la communauté des chercheurs, et notamment les spécialistes de Diderot et de l'encyclopédie, à entrer dans la forteresse, celle de l'encyclopédie. Nous avons essayé de répondre à son souhait en faisant en sorte de rendre l'ouvrage le plus facilement accessible et compréhensible, afin de vous la faire découvrir et redécouvrir, afin d'encourager et de stimuler la poursuite des riches recherches dont elle fait l'objet depuis plusieurs décennies. L'encyclopédie n'est cependant pas du genre à se laisser expliquer et comprendre facilement. C'est à la fois un labyrinthe fait de dizaines de milliers de liens entre ses parties, entre ses articles et ses planches, un trésor de connaissances, en partie compilé à partir de dictionnaires, d'ouvrages, en partie enrichi de savoirs vivants, rédigés par les meilleurs spécialistes de l'époque. Une œuvre polyphonique et bouillonnante, traversée, de façon parfois bien cachée, des plus importants combats politiques, philosophiques, religieux, moraux et scientifiques de son temps. L'édition critique que nous présentons ce soir, et il ne pouvait pas en être autrement, a donc fondamentalement été pensée sur le long terme. Il ne s'agit que d'une première étape que notre équipe de spécialistes, d'ingénieurs, de bénévoles corrige et enrichit, corrigera et enrichira progressivement de nouveaux apports et de nouvelles découvertes au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux et de nos recherches, afin de constituer une édition de référence, un lieu de partage sur l'œuvre pour le public le plus large, en même temps qu'un laboratoire virtuel d'études pour les spécialistes de l'encyclopédie et, plus généralement, pour les spécialistes de l'histoire, des sciences et des idées au XVIIIe siècle. Réaliser une telle édition critique nécessitait de définir une politique éditoriale ambitieuse. Comment réaliser une telle édition à la hauteur de l'œuvre, rendre compte de sa richesse et de sa complexité, sans trahir ce qu'elle est. Politique éditoriale que nous avons également conçue collaborativement au cours de plusieurs années de travaux préparatoires sous la forme d'ateliers collectifs. Réaliser une telle édition collaborative et critique nécessitait enfin d'avoir recours à de nouvelles possibilités éditoriales que nous avons été chercher dans les technologies du numérique, le troisième mot-clé de l'acronyme Ancre. Le numérique nous a permis de construire une interface de consultation, de navigation et de recherche innovante que nous allons vous présenter dans un instant. Il nous a aussi permis de mettre en place plusieurs niveaux de commentaires et d'explications sur l'œuvre afin de présenter des éclairages les mieux adaptés possibles à son contenu. Le numérique permet également à notre équipe internationale de travailler collaborativement sur le même ouvrage, où que ses membres se trouvent, et ils sont de fait dispersés dans le monde entier, grâce à une interface d'édition sur laquelle chacun apporte ses corrections, entre ses annotations et ses présentations, le tout étant ensuite et progressivement publié sur l'interface de consultation, au terme d'un processus de relecture et de validation scientifique et éditoriale supervisé par un comité de lecture similaire à celui d'une revue. Cette méthode de travail, rendue possible par le numérique et dynamisée par un séminaire de recherche mensuel que nous animons depuis plusieurs années, permet ainsi de croiser les compétences de chacun et de projeter le travail d'annotation sur le court, le moyen et le long terme. Le numérique, enfin, pour combler une lacune qui nous a autant surpris qu'indignés, nous voulons parler de l'absence sur Internet, jusqu'alors, d'une édition originale, complète et expertisée de l'encyclopédie. L'encre
est la première édition critique de l'encyclopédie. Elle n'est pas la première édition numérique. Elle devient néanmoins, aujourd'hui, la première édition numérique fondée sur un exemplaire original, premier tirage de l'édition de Paris. Cet exemplaire est celui conservé à la bibliothèque Mazarine et numérisé pour l'occasion grâce à une étroite collaboration nouée avec son équipe. Vous pourrez d'ailleurs, dans cette même bibliothèque Mazarine, en admirer matériellement plusieurs volumes à l'occasion de l'exposition qui va suivre. L'encre et là, bougez pas. Au secours, le service technique. C'est pour faire durer le suspense. L'encre, donc, qui s'est fait attendre et désirer, et qu'il est temps à présent dévoiler, a mis un point d'honneur à ce que son interface, que vous découvrez, que vous ne pourrez pas voir dans le détail sur les écrans, mais elle est en ligne et donc accessible à tous, a mis donc un point d'honneur à ce que son interface et, de façon plus générale, toute sa politique éditoriale garantissent le lien le plus fort possible entre ce que nous montrons à l'écran et la matérialité de l'exemplaire numérisé sur lequel s'appuie l'édition. Ce principe est palpable dès la page d'accueil qui donne une place centrale à la reproduction des 28 volumes in-folio de l'ouvrage. Un clic sur chaque tranche permet d'accéder facilement à sa table des matières. Et, à partir de là, de passer en revue, ici pour le volume 1, la page de faux titre, c'est ainsi qu'on l'appelle, la page de titre, l'encyclopédie, son frontispice, ajouté après la publication de ces volumes, et de consulter l'ensemble des articles contenus par ce premier volume de discours. Ce qui est vrai pour les volumes de texte l'est également des volumes de planches. Je vais me rendre sur le tome 7 du recueil des planches de l'encyclopédie. Ici, je découvre le début des explications, parce que les volumes de planches sont organisés par domaine, de l'imprimerie, et pour chacun de ces domaines, je vais pouvoir dérouler la table des matières et survoler les planches les unes à la suite des autres. Je prends un exemple qui m'est cher, celui de la marine, et je vais de la même façon pouvoir apprécier ici ces planches doubles de navires et un chantier de construction, ici, dont nous allons pouvoir admirer tous les détails en zoomant, et je vous laisse apprécier la définition de la numérisation, tous les détails donc d'une planche que je vais prendre le temps de parcourir doucement parce qu'elle vaut parmi tant d'autres le détour. Le détail des ouvriers, charpentiers, travaillant sur ce chantier de construction. On trouve même des personnages en train de dessiner, de fumer. Et bien sûr, ce qui vaut pour cette planche vaut également pour toutes les planches et toutes les vues numérisées des 28 volumes de cette encyclopédie. Nous aurons l'occasion d'en revoir plusieurs autres. Je vais retourner à la page d'accueil et, bien sûr, de façon à proximité de la reproduction de ces 28 in-folio, on trouve tout de suite un accès direct à la description matérielle de l'exemplaire qui vous explique dans le détail, grâce à une notice rédigée par Irène Passeron et Yann Sordet, pourquoi il est important de pouvoir fournir une édition originale de l'encyclopédie, comment on peut reconnaître une telle édition originale, pourquoi nous sommes certains que l'exemplaire de la Mazarine en est une,
et quelle est l'histoire particulière de cet exemplaire. À gauche, une autre partie indispensable, une documentation générale rédigée par notre équipe qui permettra à tout lecteur de découvrir ce qu'est l'encyclopédie, ses innovations, ses héritages, son histoire, ses acteurs, la façon dont elle a été fabriquée et reçue au XVIIIe siècle. Ici, un portrait, vous le reconnaîtrez évidemment, de Diderot. En dessous de ce premier niveau d'accès matériel et à une documentation générale se situent 4 autres modes d'accès fondamentaux que je ne fais commencer par survoler pour vous en donner une vue d'ensemble et sur lequel je reviendrai par la suite. Le premier mode permet d'effectuer une recherche par mots. L'encyclopédie est un dictionnaire, elle est faite d'articles portant sur des mots qui en constituent les intitulés. Si je recherche donc, pour filer la recherche des planches que je vous ai montré tout à l'heure, le mot marine, je vais obtenir 4 articles dont l'intitulé contient le mot marine. À la volée, je vais pouvoir afficher l'ensemble des planches dont le titre contient également ce mot et aller les consulter. L'encyclopédie est une œuvre collective. Nous offrons donc logiquement aussi un accès à l'ensemble des auteurs qui y ont contribué et que nous avons donc nommés les contributeurs de cette édition. Vous pouvez ici avoir accès et rechercher dans la liste de l'ensemble des contributeurs au volume de discours. L'encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, est une somme considérable de connaissances sur ces sciences, ces arts et ces métiers. Il fallait donc permettre d'y accéder et d'y rechercher par domaine. Ici donc, une liste de 312 domaines, construits de façon critique par notre équipe, en se basant sur un certain nombre de repérages et de liens avec le contenu de l'encyclopédie. Bien sûr, c'est une édition numérique qui devait également permettre d'effectuer des recherches plein texte dans l'ouvrage et un moteur de recherche avancé qui se situe sur la droite et sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. En dessous de ces 4 modes de présentation, eh bien, vous trouvez un carrousel que je vais arrêter pour qu'il évite de vous donner le tournis. Un carrousel, donc, sur lequel nous permettons de mettre des articles, des dossiers et des événements à l'honneur pour attirer l'attention des visiteurs sur les dernières annotations publiées, sur la sortie d'un nouveau livre, par exemple, sur l'encyclopédie, celui que nous venons de publier chez DP Science, pour accompagner la mise en ligne de l'édition. À droite, enfin, en bas à droite de cette page d'accueil, une zone essentielle dans la mesure où nous y donnons un accès direct à tous les articles annotés, présentés et tous les dossiers plus généraux déjà réalisés et publiés par notre équipe. Plus d'une centaine d'articles y sont déjà accessibles avec les éclairages de nos spécialistes, dont beaucoup sont là aujourd'hui. Une autre centaine d'articles sera mise en ligne dans les semaines qui viennent et les annotations de plus de 500 autres sont déjà en cours de préparation. Entrons maintenant, sans plus tarder, à l'intérieur même de l'édition. Et commençons par cette présentation, qui est un plaisir, par, sans mauvais jeu de mots, l'article « Jouissance », que je vais aller rechercher dans la nomenclature. On accède directement à, sur la gauche, la transcription de l'article, et sur la droite, à la vue numérisée correspondante, que je vais pouvoir agrandir pour mieux pouvoir lire l'article original. Cette présentation, à gauche la transcription, à droite la vue numérisée, étant en parfait accord avec notre principe d'articulation forte entre le numérique et le facsimilé, ce dernier garantissant un garde-fou indispensable à nos yeux en regard d'une transcription nécessairement imparfaite. En haut, nous retrouvons logiquement tous les modes d'accès présents sur la page d'accueil. Le bouton volume conduit, comme nous l'avons vu, aux tables des matières de chacun de ces volumes d'articles et de planches. La nomenclature permet d'effectuer des recherches par mots. Et donc, ici, si après avoir consulté le mot jouissance, je recherche le terme amour, eh bien, comme tout à l'heure, je vais obtenir la liste des articles dont le titre
contient le mot « amour ». Je vais pouvoir fixer ce résultat dans la partie droite de l'écran et l'explorer à la volée. Les contributeurs, bien sûr. Alors, que se passe-t-il quand je fais une recherche à l'intérieur? Je vais prendre l'exemple de Rousseau. Eh bien, je vais accéder à une fiche qui va d'abord donner quelques informations biographiques sur cet auteur, qui va me lister l'ensemble des marques et signatures de Rousseau avec lesquelles ce dernier a signé ses articles. Ils sont le résultat d'un repérage systématique de l'ensemble de ces signatures dans l'ensemble des volumes de discours de l'encyclopédie. À la suite, nous donnons la liste des articles signés par Rousseau, c'est-à-dire des articles contenant ses signatures, avec la même possibilité de pouvoir y accéder à la volée par simple clic. Enfin, en dessous de cette première liste d'articles, une autre liste d'articles, celle des articles attribués à Rousseau, c'est-à-dire des articles qui ne contiennent pas la signature de Rousseau, mais dont les recherches des spécialistes permettent d'affirmer qu'ils peuvent lui être attribués. Et pour clore le tout, eh bien, le lecteur a accès à une notice bibliographique, ici rédigée par Alain Charnowski, que je vous fais défiler rapidement et que je vous invite à aller lire parmi toutes celles que nous avons mises en ligne. Et vous pourrez constater que nous avons veillé, dans la mesure du possible, à les illustrer de la meilleure façon. La recherche par domaine. Alors, un domaine au hasard. Je suis historien des mathématiques, je ne vais donc pas résister au plaisir de chercher le terme algèbre. Et je vais accéder à une fiche domaine sur la notion d'algèbre, avec un texte expliquant la façon dont ce domaine critique a été construit à partir des éléments repérés dans l'encyclopédie, donnant la liste complète des articles qui lui ont été associés, avec toujours cette possibilité d'afficher les articles correspondants, et ce qui est vrai des articles l'est également, bien sûr, pour les planches. Enfin, pour les lecteurs les plus curieux, nous donnons le détail complet du travail critique réalisé pour assigner chacun de ces articles, chacune de ces planches, au domaine correspondant. Vous retrouvez également la documentation en haut à droite de la page. Alors, pour rester temporairement, n'ayez pas d'inquiétude sur les mathématiques, je vais afficher la page de l'article fonction. En essayant de zoomer un petit peu, et voilà, j'ai fait une fausse manipulation avec mes doigts. Je reviens. Donc, l'article fonction. Vous voyez ici que c'est un autre élément sur lequel nous avons attaché de l'importance, l'édition des formules mathématiques. Vous voyez ici qu'elles sont parfaitement éditées. Et bien sûr, je vais vous afficher la vue numérisée correspondante. Hop, pardon. Et vous présenter un petit peu plus en détail maintenant ces parties gauche et droite de la page d'édition. À gauche, donc, eh bien, vous allez avoir accès à un menu de navigation rapide dans les volumes. Un autre bouton permet de naviguer rapidement dans les pages avoisinantes de celles que vous avez affichées à l'écran. De la même façon, ce qui est vrai pour les pages matérielles l'est également pour les mots et les articles situés à proximité de l'article affiché. Des options vous permettent d'afficher les numéros de paragraphes, les sauts de colonnes, d'afficher le texte seul si vous ne voulez plus voir la vue numérisée, d'agir sur la taille du texte, et une fonction d'export vous permettra à tout moment d'imprimer l'article et les annotations, j'y reviendrai, qui y sont proposées. Dans la partie droite, vous allez systématiquement trouver le rappel de l'exemplaire que vous consultez, avec, par simple clic, un accès direct à la description matérielle de cet exemplaire. Nous indiquons également systématiquement le volume consulté, la page consultée, et nous offrons un mode d'accès permettant de le feuilleter dans un sens ou dans l'autre à partir de la page affichée et la possibilité d'y revenir. Vous devez voir peut-être ou deviner, juste à droite de ce premier onglet vue numérisée, un autre onglet, fiche d'identité de l'article. Je vais vous en dire quelques mots, car cette fiche joue un rôle important vis-à-vis du travail critique que nous avons réalisé. La première chose que cette fiche rappelle,
c'est le domaine auquel l'article a été associé, avec un lien direct, logiquement, vers la fiche correspondante, la fiche domaine que j'ai affichée tout à l'heure. Nous allons également pouvoir visualiser, en cliquant sur un simple bouton, l'ensemble des constituants que nous avons repérés dans l'article. Ces constituants ont été repérés parce qu'ils ont des fonctions particulières sur lesquelles nous avons voulu insister et que vous pourrez également visualiser de façon séparée. J'affiche ici ce que nous avons appelé la vedette, qui correspond au titre de l'article, avec la possibilité d'accéder à la définition de cette notion. Ce qui est vrai pour la vedette l'est également pour le désignant, cet élément qui désigne le domaine justement de l'algèbre, raison pour laquelle il a été rattaché avec la définition. On trouve également les renvois encyclopédiques avec la possibilité, dans la fiche et dans la transcription, de pouvoir les prévisualiser de façon complète et évidemment, par simple clic, de vous y rendre. Sur cette fiche, vous voyez également figurer, j'espère que vous le voyez, des petits icônes, un rose ici et un petit crayon à côté d'un O entre parenthèses. Vous retrouvez ces petits icônes sur la partie droite jouxtant la transcription. Ces petits icônes correspondent à des notes. Ici, une note qui vous donnera plus d'informations sur le désignant et son rattachement au domaine de l'algèbre. L'icône de la signature, pour vous donner un exemple plus précis, va expliquer à quoi correspond cette marque O, qui est celle de d'Alembert. Cette correspondance entre marque et contributeur étant explicitée dans plusieurs parties, parfois bien cachées de l'encyclopédie, et nous donnons les liens permettant de s'y rendre directement. Vous trouvez également dans cette même note un accès direct à la fiche établie sur le contributeur d'Alembert. Cette fiche d'identité montre, à l'échelle d'un article, comment les modes d'accès par nomenclature, par la recherche par mots, c'est-à-dire par contributeur, par domaine, ainsi que les fonctions avancées du moteur de recherche de l'édition, dont je vais vous montrer un aperçu dans un instant, ont été construits. Tous ces modes d'accès ont été construits à partir des constituants repérés dans le texte, avec des notes justifiant les liens effectués avec les contributeurs et les domaines correspondants. Cela représente, à l'échelle de l'encyclopédie, 74 000 vedettes, plus de 60 000 désignants, 40 000 signatures et une centaine de milliers de notes déjà intégrées à l'édition. Le moteur de recherche s'appuie également sur cette indexation. Alors, donnons-en un exemple. Recherche du mot « froid », par anticipation de ce qui nous attend dans les jours qui viennent. Je lance une recherche. J'obtiens 1001 résultats dans le sens de 1001 articles dans lesquels se trouvent des occurrences du terme « froid », avec numéro de volume, page et les contributeurs, lorsqu'ils sont identifiés. Vous pouvez, de la même façon que pour les autres modes d'accès, afficher les résultats et les explorer à la volée dans la fenêtre de gauche. Le mode de recherche avancé, lui, donne accès à un véritable tableau de bord que je ne vais pas détailler ici, mais dont vous pourrez vous saisir pour effectuer des recherches beaucoup plus précises en fonction des différents modes d'accès que j'ai présentés et en nous appuyant sur toutes les finesses des repérages et des annotations que nous y avons articulées. Un petit exemple, si je reprends froid, je vais également pouvoir, avec ce moteur de recherche avancé, visualiser le contexte dans lequel les occurrences du terme recherché apparaissent à l'intérieur de chaque article obtenu et, grâce à un système de facettes, pouvoir affiner rapidement et facilement ma recherche. Ici, je peux par exemple limiter les 1001 résultats obtenus aux 77 qui concernent uniquement le domaine de la physique et, partant de là, me contenter de ceux relatifs aux contributeurs RAT. J'obtiens, nous allons nous rendre sur cette première occurrence, un article froid en physique que j'affiche. Cet article froid, je vous en montre, pour un dernier exemple, une autre fiche d'identité dans laquelle apparaissent les éléments repérés de façon systématique par notre équipe pour construire les modes d'accès présentés, mais également, ici,
D'autres types de constituants, les mentions bibliographiques, c'est-à-dire les œuvres mentionnées par l'auteur de l'article dans son texte, qui ont été également repérées par l'éditeur qui a effectué cette annotation, Hugues Chabot, avec un ensemble de notes dont vous pouvez rapidement, même de loin, vous faire une idée de la richesse. Ces notes, l'ensemble de ces notes sont accessibles dans la rubrique qui se situe juste à côté de celle de la fiche d'identité. Elle inclut, dans ce cas précis, parce qu'il s'agit d'un article annoté, d'autres types de notes de couleur rouge qui correspondent aux éclairages ponctuels que le chercheur en charge de l'annotation de cet article a souhaité y apporter. Par exemple, un clic sur l'une de ces notes m'apprend que la notion de pesanteur scientifique est ici pour nous équivalente à celle de masse volumique. Le sens d'un terme au XVIIIe siècle est explicité pour le lecteur du XXIe. Le dernier niveau de la paracritique que nous avons adossé sur ces articles est celui de dossier critique, c'est-à-dire une présentation générale de l'article, de ses enjeux, de son intérêt. Il s'ouvre toujours par ce que nous avons appelé un chapeau, c'est-à-dire quelques lignes permettant d'en présenter l'essentiel, de vous en faire une idée rapide, quasiment instantanée. Derrière, vous disposez d'un ensemble de rubriques pour en savoir plus, et je dirais même beaucoup plus. Le chapeau ici de l'article froid nous apprend qu'à l'instar de la chaleur, le froid est conçu au XVIIIe siècle comme une entité physique ou une grandeur à part entière. Je vais vous donner quelques autres exemples. Celui d'un article que vous avez peut-être déjà dû voir en arrivant, intolérance en morale. Le texte de l'article que je ne peux pas résister à l'envie de vous lire. Le mot intolérance s'entend communément de cette passion féroce qui porte à haïr et à persécuter ceux qui sont dans l'erreur. Le texte est de Diderot. Vous trouverez dans le chapeau du dossier critique une mise en perspective historique et contextuelle du contenu de cet article par Pierre Chartier. Un autre article, Abada, dont j'ai appris le sens en réalisant ce travail avec tous les collègues qui sont réunis, un article d'histoire naturelle, de Diderot également, et le chapeau rédigé par Stefan Schmidt avec la collaboration de Jeff Loveland nous apprend ici que cet article, Abada, donc, traite d'un animal exotique mal connu, décrit de manière plus ou moins fantaisiste par les voyageurs qui lui attribuaient diverses vertus. Il s'agissait en réalité du rhinocéros, mais Diderot, pas plus que les sources sur lesquelles il s'appuie, n'a fait le rapprochement. Et il témoigne ici d'un certain scepticisme quant à l'existence de cette espèce. Voici le chapeau. Pour vous donner une autre idée de l'intérêt de ces dossiers critiques qui sont présentés avec les articles, j'ouvrirai l'une de ces rubriques, correspondance interne à l'encyclopédie, dans laquelle Stefan Schmidt nous apprend qu'aucun article ne renvoie à Abada et que ce dernier ne comporte aucun renvoi non plus vers d'autres articles. En particulier, il n'y en a pas à rhinocéros ni à la planche représentant ce dernier. Vous trouvez donc ici, dans cette petite rubrique, le lien vers, je vais l'afficher correctement, une planche qui ne sera pas indiquée au lecteur lisant l'article, et un lien vers un article définissant le mot que l'on connaît aujourd'hui, à savoir celui de rhinocéros. Je l'affiche avec sa vue numérisée, et je constate également que pour, le texte est en dessous, j'ai dans ce cas précis un article contenant un appel, pour le coup, vers la planche correspondante, celle du rhinocéros, avec un bel éléphant en dessous, du rhinocéros que, évidemment, je peux aller afficher. Pour finir, un dernier exemple, un exemple de musique, celui de l'article hautbois. Hautbois, instrument de musique à vent et à hanche. Vous voyez tout de suite une longue file de petites icônes de rouge et d'autres couleurs qui indiquent la richesse, là encore, d'une autre annotation.
que l'on doit à Malou Haine, avec la possibilité d'accéder à la fiche d'identité, à ses notes et à un dossier critique. Ce dossier critique, je vais en ouvrir plusieurs rubriques, vous donne ici des détails sur l'auteur de cet article, des hypothèses, puisque l'article n'est pas signé, sur ces enjeux, et vous voyez également, par ces exemples, visuellement, que nous avons également des outils nous permettant, dans chacun de ces dossiers critiques, de ces notes, de faire des liens directs vers tous les autres constituants de l'édition. Ici, un lien vers un article, avec la possibilité de s'y rendre. Ce qui est vrai pour le lien vers les articles l'est également vers les planches. Ici, la planche de Lutry, on l'a vu, mais aussi vers toutes les œuvres que nous mentionnons dans ces dossiers. Par exemple, le grand vocabulaire français va vous donner l'ensemble des liens de tous les tomes actuellement disponibles sur Internet. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Nous avons de façon systématique, à la fois pour les œuvres mentionnées dans les dossiers et pour les études des articles portant sur l'encyclopédie, et de façon plus générale sur les sujets traités dans l'encyclopédie, une base de données recensant tous les liens que nous avons intégrés à l'édition pour permettre aux lecteurs de s'y rendre et de les consulter en propre. Nous donnons aussi, bien sûr, et nous y tenons, le maximum d'illustrations, à la fois des images, des peintures, et également, dans ce cas du hautbois, un lien direct vers un support vidéo dont on va profiter un petit peu. J'ai dit que ça serait un petit peu de musique. L'édition est en ligne. J'interromps brutalement un concerto de Jean-Sébastien Bach, j'en suis désolé, mais vous y avez accès, et donc vous aurez l'opportunité de l'écouter jusqu'au bout, de chez vous. J'en reviens pour finir à cette zone dont je disais qu'elle était essentielle, en bas à droite de cet écran d'accueil, celle qui récapitule les articles et les dossiers publiés par l'équipe. Ils seront enrichis, je l'ai déjà dit, mais je le répète car c'est absolument important, notre édition est conçue sur le long terme, dès la semaine prochaine et les suivantes, de nouvelles publications de notre équipe. Plus d'une centaine sont déjà prêts. Comme une invitation à prolonger la découverte de l'encyclopédie. Comme un appel aussi à continuer le travail sur cette édition, à mener, nous l'espérons, à devenir l'édition de référence sur l'encyclopédie. Et un appel à contribution aussi, que nous lançons le plus largement possible. Nous avons besoin d'historiens de toutes les disciplines, en particulier des historiens de la médecine, des historiens de la chasse, des historiens des arts militaires, des historiens des techniques. Nous sommes 120 actuellement, il faudrait au moins que nous soyons 1200. La porte de l'encre vous est grande ouverte et son interface de consultation est désormais librement accessible. Merci de votre attention. Merci beaucoup Alexandre pour cet exposé extraordinairement précis. Parce que là, on le disait en aparté avec Hélène Carrère-Dancos, la précision est indispensable pour ce genre d'exercice. Y a-t-il des questions? Alors, ce n'est pas du tout traditionnel sous la coupole de poser des questions, mais aujourd'hui, nous avons décidé, puisque nous sommes tous les trois et que nous pouvons prendre cette
cette possibilité si vous voulez poser des questions. Oui ? Oui, je répète dans le micro. Donc, y a-t-il une fonction pour imprimer sur papier les commentaires ou même le texte d'origine ? Je vais me permettre, parce que j'ai déjà reparlé, de passer la parole à mes 3 collègues. C'est très facile, oui. Donc la fonction d'export qui permet d'exporter à la fois l'article que vous avez choisi et puis toutes ces notes et tout le dossier critique qui l'accompagne. Et bien sûr, c'est vrai aussi des planches dans la qualité que vous avez vue. Oui ? Je voudrais savoir si vous avez utilisé un vocabulaire particulier en XML, si vous avez développé un vocabulaire maison ou bien si vous êtes rapproché de standards tels que la TEI, par exemple. Vous voulez que je réponde ? On laisse répondre, Alex, assumer cette partie. L'intégralité de la transcription a été encodée en XML TEI. Elle n'est pas intégralement dans des formats de constituants déjà existants parce que l'encyclopédie possède de nombreuses spécificités. Par exemple, les classes de dictionnaire n'ont pas été suffisantes pour modéliser ce que nous voulions faire et ce qu'est l'encyclopédie. En revanche, l'intégralité, nous y avons attaché une grande importance, a été est disponible en XML TEI. Voilà. En clair, nous utilisons un standard qui est très partagé, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde ce que ça voulait dire XML TEI. Oui, je voudrais poser 2 questions. La première, c'est est-ce que dans le scan de l'édition de Paris, il est possible d'interagir avec la matérialité du texte, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des renvois prévus pour aller partout ailleurs dans l'encyclopédie? Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est concernant, tout a été expliqué sur les fonctionnements de l'interaction entre l'usager, donc moi potentiellement, et la matière donc à disposition, critique et collaborative, mais rien n'a été dit sur la matérialité graphique. Et je vois quelques petites fioritures ornementales, par exemple, qui ornent à droite et à gauche sur la page d'accueil. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur les choix graphiques. Je suis désolé de te poser cette question aussi crûment, mais ça m'intéresse vraiment. Non, vous voulez que je réponde? Ouais. Les petites fioritures sont tirées des planches. C'est de l'original, mais retravaillé, on s'est permis. C'est juste, c'est très localisé. Pour ce qui est de la première partie de la question, vous voulez peut-être répondre quand même? Tu peux répéter, s'il te plaît, ta question? On l'a mal entendu. Oui, la première question est très simple. Est-il possible matériellement, en cliquant sur une portion du texte tel qu'il a été scanné, d'aller ailleurs? C'est facile. Sur une partie de l'image, c'est ça que tu veux dire, hein? Non, l'image, pour l'instant, elle n'est pas orientée dynamiquement, mais on espère bien que grâce à toutes vos bonnes idées, on va pouvoir développer des tas d'autres aspects de ces projets, trouver les financements ad hoc et voilà, pouvoir développer toutes ces choses qu'on n'a pas développées qui seraient une action sur la planche elle-même. La partie des planches étant une partie qu'on n'avait pas prévue au départ, il faut vous le dire, et qu'on a eu beaucoup de plaisir à développer là, et qui reste encore à mettre en interaction beaucoup plus forte qu'elle n'est actuellement avec le texte. Ça fait partie de notre développement des années à venir. Oui, notre rêve est d'annoter les planches. Oui, et on ça, peut c'est la peut-être prochaine ajouter étape. aussi que si tu veux faire une recherche sur un fragment de texte, tu l'as fait grâce à la recherche avancée. Après, Une dernière question avant de traverser la cour d'honneur pour aller à la bibliothèque Mazarine. Oui.
Je vous en prie. De curiosité de futur feuilleteur, puisque vous avez parcouru par ces annotations, je me demandais, par vos annotations actuellement existantes, je me demandais à propos de la présentation de l'ensemble du volume, la présentation par d'Alembert et les auteurs de l'époque, ça doit faire l'implicite des enjeux mobilisés un volume énorme de renvois et de bibliographie. Est-ce que c'est le... Enfin, ça renvoie à tout le XVIIIe siècle. Autrement dit, peut-on parcourir tout le XVIIIe siècle? Oui. Bon. C'est une question facile. J'avoue ne pas trop ça. On a vraiment l'impression, c'est vrai, d'avoir mis le doigt dans un engrenage et de ne pas mesurer encore exactement jusqu'où ça va nous mener. Effectivement, on a vu pour l'exemple de l'article froid, l'effort de l'éditeur de reconnaître toutes les mentions bibliographiques, et c'est déjà une partie de la bibliothèque mobilisée par De Raat qui a fait l'article qui apparaît. Et ce travail va être fait systématiquement, progressivement, sur le long terme. Ça va bien sûr évoluer. Donc petit à petit, c'est effectivement probablement, et pas seulement le 18e, parce que les encyclopédistes ont une culture, en tout cas, qui remonte à toute la tradition humaniste, plus l'Antiquité. Donc effectivement, votre question nous effraie un peu, parce qu'on sait qu'on va devant un travail considérable, mais les ressources informatiques sont assez impressionnantes pour gérer ce genre de données-là, et notamment le fait que ce soit collaboratif permet que lorsqu'un de nos collaborateurs reconnaît une référence bibliographique, elle est entrée dans une base de données et elle est d'emblée valable et à disposition de tous les autres chercheurs. Et l'intérêt de la chose aussi, c'est qu'on va voir petit à petit s'élaborer, qu'est-ce qu'on va dire, l'horizon de référence des encyclopédistes à partir du texte, et non pas à partir de ce qu'un historien peut penser qu'était l'horizon de référence. Donc dans ce sens-là, c'est un enjeu extrêmement palpitant, et qui est devant nous. C'est notre horizon aussi à nous. Bon, on a demandé encore une, et ensuite on s'arrête. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y aura une version mobile ou une application Android ou autre dans le futur proche ou lointain? Excellente question. Non, et ça me permet de préciser, actuellement, l'édition n'est pas responsive. Elle n'est pas responsive pour deux raisons principales. On a un énorme volume d'informations qu'on a essayé d'organiser le mieux possible. On a commencé par un écran à dimension 13 pouces minimum, on va dire. Et il est clair que la prochaine étape, mais qui nous demandera aussi un travail de conception important et quelques sous supplémentaires pour y arriver, parce que c'est un travail de développement assez conséquent, de développer une version responsive de cette édition critique. Ça fait partie également de nos projets. Pour l'instant, malheureusement, elle ne sera pas bien correctement interrogeable sur un téléphone portable. Bon, mais ça viendra. Et donc je pense qu'il faut s'arrêter là, parce que maintenant nous avons la deuxième partie qui se trouve de l'autre côté de la cour, dans la bibliothèque Mazarine. Je vous remercie.